Bienvenue sur Que devient l'Afrique, un espace dédié à l'analyse posée et à la compréhension des enjeux contemporains. Dans cette séquence, nous nous intéressons aux propos de l'universitaire Franklin Nyamsi, qui propose une lecture analytique des questions de sécurité régionale au Sahel et des discours internationaux qui les accompagnent. À travers une approche factuelle et structurée, il invite à examiner les cadres d'analyse souvent mobilisés par différents acteurs extérieurs lorsqu'ils évoquent leurs initiatives dans cette zone stratégique. Cette intervention s'inscrit dans un contexte marqué par des évolutions géopolitiques, institutionnelles et diplomatiques importantes, qui méritent d'être observées avec méthode et recul. L'objectif n'est pas de trancher, mais de comprendre comment se construisent certains récits, quels messages ils véhiculent et quelles peuvent être leurs implications pour les États concernés. Au fil de cette analyse, nous mettrons en lumière les enjeux liés à l'information, à la perception internationale et aux choix stratégiques régionaux, dans une démarche pédagogique, neutre et respectueuse. Restez avec nous pour décrypter ces éléments clés et enrichir votre compréhension des dynamiques actuelles. Les bombes américaines jetées contre le Nigeria ne visaient pas les terroristes. Il faut qu'on l'explique partout aux États-Unis, il faut qu'on l'explique partout aux Africaines et aux Africains, aux Européens, aux Asiatiques. Ces bombes ont pour but d'intimider non pas simplement les populations nigérianes, mais le gouvernement nigérian, tous les gouvernements ouest-africains, et elles ont surtout pour but d'intimider les gouvernements panafricanistes révolutionnaires de l'Alliance des États du Sahel. Et je vais vous donner des indices en ce sens. Le premier indice, c'est que Trump a choisi de bombarder pratiquement à la frontière entre le Nigeria et le Niger. Et l'une des justifications qu'il a données à ce bombardement, c'est que les soi-disant terroristes qu'il aurait bombardés venaient du Sahel, c'est-à-dire du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Cette explication ayant pour but de nous faire comprendre qu'à tout moment, M. Trump pourrait se permettre de bombarder en territoire nigérien, en territoire malien ou en territoire burkinabé, sous prétexte de pourchasser des terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique, qui sont pourtant deux organisations terroristes créées par les services américains dans les années 80 et dans les années 2000. Donc Trump veut bombarder tout pays africain dans lequel se trouveraient des terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique, alors même qu'il sait que Al-Qaïda a été créé par les services américains et que l'État islamique également l'a été. Donc, se prévalant de ses propres turpitudes, il veut en profiter pour avoir le droit de bombarder partout en Afrique, au mépris de tout droit international, au mépris de la souveraineté des États, au mépris même des normes élémentaires de vérité, des normes élémentaires de respect, en quelque sorte des règles de probité. Mais il y a un autre indice qui est tombé dans nos mains cette semaine, et dont je voudrais vous parler. Le nouvel indice qui est tombé dans nos mains cette semaine est délivré par le célèbre hibou de Dakar, Sir Daniel Gbagbo-Ndada. Selon le hibou de Dakar, qui est, comme vous le savez, un agent de la DGSE française déguisé en journaliste, en fait c'est un espion, ni plus ni moins, mais un espion manipulateur, menteur et mythomane. Selon donc Serge Daniel Gbagbo-Ndada, il y a eu une attaque terroriste au Niger contre une église. Il y a eu une attaque terroriste au Niger contre une église, et un homme et une femme chrétiens auraient été tués au Niger. Serge Daniel Gbagbo-Ndada met en lumière cette pseudo-information. Dans ce Niger où on sait très bien que les terroristes assassinent aveuglément des populations de toute obédience. Le Niger qui a connu la tragédie de Fambita, où en pleine mosquée, des dizaines de personnes ont trouvé la mort sous les coups des infâmes terroristes. Ce Niger-là, Serge Daniel essaye de le présenter comme une terre où les chrétiens en particulier sont menacés. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous comprenez pourquoi Serge Daniel, la France-Afrique, essaye de présenter le Niger comme une terre où la communauté chrétienne serait en particulier ciblée? La raison est claire, elle est simple. Il s'agit d'attirer les foudres de Donald Trump contre le Niger, au prétexte que Donald Trump viendrait protéger les chrétiens nigériens bombardés. Il s'agit en réalité de provoquer le passage des bombardements du Nigeria au Niger. Il s'agit de trouver des alibis pour légitimer médiatiquement, psychologiquement, la poursuite de la campagne unilatérale, illégale, illégitime et criminelle de bombardement aveugle de l'armée américaine sur le sol africain. Serge Daniel lève littéralement la balle pour que Donald Trump la smash. Est-ce que vous avez compris?
Dès les premières minutes, l'intervention de Franklin Nyamsi s'inscrit dans une démarche de clarification intellectuelle et de mise en perspective. Il ne s'agit pas d'un discours d'alerte émotionnelle, ni d'une interpellation polémique, mais d'un exercice de lecture critique des récits internationaux portant sur la sécurité régionale au Sahel. L'universitaire invite le public à prendre de la hauteur, à examiner les discours dominants avec méthode, et à replacer les événements récents dans une continuité historique et géopolitique plus large. Cette approche introductive pose un cadre apaisé, propice à la compréhension, en rappelant que toute analyse sérieuse des dynamiques régionales gagne à éviter les raccourcis et les interprétations univoques. Franklin Nyamsi souligne que les discours produits par certaines puissances extérieures à l'espace sahélien s'appuient souvent sur des grilles de lecture standardisées, conçues pour répondre à des logiques globales plutôt qu'aux réalités locales. Selon son analyse, ces narratifs mettent en avant des enjeux sécuritaires présentés comme universels, mais dont l'application concrète varie fortement selon les contextes régionaux. Il rappelle que le Sahel possède une histoire institutionnelle, culturelle et politique spécifique, marquée par des trajectoires étatiques complexes, des héritages coloniaux durables et des dynamiques sociales propres, qui méritent d'être prises en compte avec rigueur. Dans cette perspective, l'intervenant évoque certains événements récents survenus à proximité des frontières ouest-africaines, souvent cités dans les discours internationaux comme des illustrations de menaces transnationales. Il ne s'attarde pas sur les aspects spectaculaires de ces faits, mais s'interroge sur la manière dont ils sont présentés, interprétés et mobilisés dans l'espace médiatique et diplomatique. Il observe que ces récits peuvent parfois servir de support à des messages plus larges, destinés à rappeler des rapports de force ou à influencer les choix stratégiques des gouvernements de la région. L'un des axes majeurs de sa réflexion concerne la notion de dissuasion symbolique. Franklin Nyamsi explique que, dans l'histoire des relations internationales, certaines actions ou annonces sont conçues moins pour leur impact immédiat que pour le message qu'elles transmettent aux décideurs politiques. Dans le contexte sahélien, il suggère que certains signaux envoyés depuis l'extérieur peuvent être perçus comme des rappels d'autorité ou des avertissements implicites à l'égard de gouvernements engagés dans des orientations souveraines affirmées. Cette lecture s'inscrit dans une tradition académique bien documentée, qui analyse les relations entre centres de décision globaux et États en quête d'autonomie stratégique. L'universitaire poursuit en rappelant que le Sahel n'est pas un espace isolé, mais un carrefour géopolitique où se croisent intérêts économiques, considérations diplomatiques et enjeux institutionnels. Les États de la région, notamment ceux engagés dans des cadres de coopération renforcés, cherchent à redéfinir leur place dans l'ordre international, à diversifier leurs partenariats et à renforcer leurs capacités décisionnelles. Dans ce contexte, les discours sécuritaires diffusés à l'échelle mondiale peuvent avoir des effets indirects sur la perception de ces États, sur leur attractivité économique et sur leurs relations avec leurs partenaires. Franklin Nyamsi insiste également sur le rôle central de l'information dans la construction des représentations internationales. Il observe que certains récits médiatiques mettent l'accent sur des lectures spécifiques de la situation régionale, parfois au détriment de la complexité des faits. Selon lui, ces récits peuvent influencer l'opinion publique internationale, mais aussi peser sur les décisions politiques prises loin du terrain. Il appelle ainsi à une vigilance intellectuelle accrue, invitant les auditeurs à distinguer les faits établis, les interprétations et les projections stratégiques. Dans son analyse, il revient sur des épisodes historiques des décennies passées, durant lesquels des discours similaires ont été utilisés pour justifier des initiatives extérieures dans différentes régions du monde. Sans établir de parallèles simplistes, il rappelle que l'histoire offre de nombreux exemples où des narratifs sécuritaires ont servi de cadres explicatifs globaux, parfois déconnectés des réalités locales. Cette mise en perspective historique vise à enrichir la compréhension du présent, en montrant que les débats actuels s'inscrivent dans des logiques de long terme. L'intervenant accorde une attention particulière aux États du Sahel engagés dans des projets de coopération régionale renforcés. Il souligne que ces initiatives traduisent une volonté de mutualisation des efforts, de concertation politique et de recherche de solutions adaptées aux contextes locaux. Dans ce cadre, les messages adressés depuis l'extérieur sont analysés non seulement pour leur contenu explicite, mais aussi pour leurs implications symboliques et diplomatiques. Franklin Nyamsi encourage une lecture sereine de ces interactions, fondée sur la compréhension des intérêts en présence plutôt que sur la réaction immédiate. Un autre aspect central de son propos concerne la diversité des publics visés par les discours internationaux. Il note que certains messages semblent destinés simultanément aux opinions publiques occidentales, aux décideurs africains et aux partenaires internationaux. Cette pluralité de cibles peut expliquer certaines ambiguïtés de langage ou certaines généralisations.
L'universitaire invite ainsi à décoder ces discours en tenant compte de leurs destinataires multiples et des objectifs communicationnels qui les sous-tendent. Dans une approche résolument pédagogique, Franklin Nyamsi rappelle que la souveraineté contemporaine ne se limite pas à la gestion territoriale, mais englobe également la capacité à produire et à maîtriser ses propres récits. Pour les États africains, et en particulier ceux du Sahel, cela implique de développer des outils d'analyse, des espaces de débat et des stratégies de communication capables de porter leur voix sur la scène internationale. Il souligne que cette maîtrise narrative est un élément clé de la crédibilité institutionnelle et du respect mutuel entre États. Au fil de son intervention, il met en garde contre les lectures simplifiées qui opposeraient mécaniquement acteurs extérieurs et acteurs locaux. Il insiste au contraire sur la nécessité de reconnaître la pluralité des intérêts, des sensibilités et des approches au sein même des sociétés concernées. Cette posture nuancée vise à éviter toute essentialisation et à promouvoir une compréhension fine des dynamiques internes aux pays sahéliens. La réflexion se poursuit par une analyse des implications à long terme de certains discours sécuritaires sur le développement économique et social. Franklin Nyamsi observe que la perception internationale d'une région peut influencer les flux d'investissement, les partenariats éducatifs et les coopérations culturelles. Il souligne ainsi l'importance d'un discours équilibré, capable de rendre compte des défis sans occulter les tialités, les innovations locales et les dynamiques positives à l'œuvre. En conclusion, l'universitaire appelle à un dialogue renouvelé entre l'Afrique et ses partenaires internationaux, fondé sur la reconnaissance mutuelle, la transparence et le respect des trajectoires souveraines. Il plaide pour une approche constructive, où l'analyse critique des narratifs existants ne vise pas la confrontation, mais l'enrichissement du débat public. Son message final se veut porteur d'espérance. Il rappelle que l'Afrique, forte de son histoire, de sa jeunesse et de sa créativité, dispose des ressources intellectuelles et humaines nécessaires pour définir ses propres priorités et contribuer activement à l'équilibre du monde contemporain. Comme le dit un proverbe africain. Le fleuve ne perd pas sa route parce que l'eau est troublée, il continue d'avancer vers la mer. Cette sagesse illustre l'idée que, malgré la complexité des discours et des contextes, les sociétés qui gardent le cap de la réflexion et du dialogue peuvent construire un avenir fondé sur la compréhension et la dignité.